Mon frère, chef de la police, m'a arrêté au dîner de famille puis son capitaine m'a salué, mon général, nous sommes si. Tu es en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un agent fédéral, annonça mon frère à toute la pièce, alors même que mon véritable insigne militaire pendait à mon cou. Il n'avait aucune idée de qui j'étais réellement. Salut, Reddit. Mon frère m'a arrêté en plein milieu du dîner dominical chez notre grand-mère. Menottes, lecture des droits, la totale. Il est le chef de la police de notre ville natale et il s'était convaincu que j'étais une sorte d'imposteur fédéral montant une arnaque. Il avait tout un dossier de preuves et tout le reste. Il a même appelé des renforts pour sécuriser le périmètre comme si j'étais un dangereux fugitif. Imaginez la scène. Je suis assis là, une fourchette à la main, en train de manger un rôti de bœuf, quand mon propre sang annonce à toute la famille que je vis un mensonge depuis près de 20 ans. Ma mère se met à pleurer. Mon oncle hoche la tête comme s'il l'avait toujours su. Mes cousins me dévisagent comme si une deuxième tête venait de me pousser. Et Alex, mon frère, se tient là, dans son uniforme impeccable de chef de la police, avec cet air suffisant sur le visage, comme s'il venait de résoudre le crime du siècle. Voici ce qu'il ne savait pas. Je suis en réalité un général 2 étoiles dans le renseignement militaire. Pas un capitaine, pas un commandant, un général. Le genre qui a des habilitations de sécurité si élevées que la plupart des membres du Congrès ne savent même pas sur quoi je travaille. Quand ma balise d'urgence s'est déclenchée, une équipe d'intervention fédérale a décollé de Fort Claiborne, avec mon commandant à sa tête. Voir le visage de mon frère quand le général de division Marcus Delaney est sorti d'un SUV du gouvernement en uniforme de cérémonie, s'est approché de moi menotté, et m'a fait un salut impeccable en m'appelant « Général Caldwell », valait chaque seconde d'humiliation. Chaque seconde de ces menottes en métal froid me cisaillant les poignets. Chaque seconde des 17 années de dysfonctionnement familial qui ont mené à ce moment. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous expliquer tout ça depuis le début, car l'histoire d'un chef de la police qui arrête son propre frère au dîner du dimanche est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Je m'appelle Cameron, 37 ans, H. Je suis militaire d'actif depuis 19 ans. Je travaille actuellement à un niveau que je ne peux littéralement pas discuter en détail. Disons simplement que mon travail implique beaucoup de briefings classifiés et de planification stratégique qui ennuieraient la plupart des gens à mourir, mais qui, occasionnellement, assurent le bon fonctionnement du pays. Je vis près de Washington DC dans une résidence sécurisée qui n'apparaît pas sur Google Maps. Et la dernière fois que j'ai mis les pieds dans ma ville natale de Chesterfield, en Virginie, c'était il y a 7 ans pour l'enterrement de mon père. Mon frère Alex a 40 ans, H, et il y est chef de la police depuis 3 ans. Avant ça, il a gravi les échelons, de simple policier de patrouille à sergent, puis chef adjoint, sur une période de 15 ans. C'est l'enfant prodige. Il l'a toujours été. Il est resté près de la maison. A épousé Jennifer, sa petite amie du lycée. Il entraîne l'équipe de baseball junior chaque été, siège au conseil municipal, fait du bénévolat pour les collectes de fonds des pompiers. Toute l'histoire de la réussite dans une petite ville qui rend les mères fières. Pendant ce temps, je suis celui qui a abandonné la famille en m'engageant dans l'armée juste après le lycée au lieu d'aller à l'université locale comme Alex. Peu importe que j'ai servi dans 3 zones de combat. Peu importe que j'ai reçu 2 étoiles de bronze et une purpelate. Peu importe que j'ai consacré toute ma vie d'adulte à protéger ce pays, y compris la petite ville d'où je viens. Notre relation a toujours été compliquée. Et par compliquée, je veux dire toxique au possible. Quand nous étions enfants, j'étais celui que papa appelait le stratège, parce que j'étais bon au puzzle et à la planification. Toujours 3 coups d'avance. Alex était le rock, parce qu'il était physiquement fort, fiable, le genre de gars qui pouvait réparer un moteur de voiture ou construire une terrasse sans transpirer. Je n'ai réalisé que bien plus tard à quel point cette distinction l'a perturbé. Voyez-vous, Alex avait besoin d'être le meilleur en tout. Quand j'étais au tableau d'honneur à l'école, il passait des semaines à dire que les notes n'avaient pas d'importance dans le monde réel. Quand j'ai été accepté dans une université d'État avec une bourse partielle, il faisait des commentaires sur le fait que les garçons qui allaient à l'université finissaient par travailler pour des hommes d'expérience. Quand je me suis engagé et que j'ai commencé à monter en grade, il riait en disant que je ne faisais que recevoir des ordres alors que lui prenait de vraies décisions en tant que flic. Le truc, c'est que papa nous aimait tous les deux, mais il voyait des forces différentes en nous. Et Alex ne supportait pas l'idée que son petit frère puisse être meilleur à quelque chose, n'importe quoi, que lui. Après la mort de papa, la distance entre nous est devenue permanente.
J'ai pris une permission de 24 heures pour l'enterrement, je suis arrivé en uniforme de cérémonie, j'ai présenté mes respects et je suis reparti le lendemain matin avant que quiconque ne se réveille. Ma mère m'a fait comprendre que je dérangeais. Je n'avais pas été là à la fin comme Alex, donc mon deuil était en quelque sorte moins valable. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé en face à face jusqu'à ce que la lettre arrive. C'était un mardi après-midi vers 15h15 quand la lettre a atterri sur mon bureau. Du courrier physique, papier à lettres bleu pâle, l'écriture en boucle de ma mère. Elle avait passé environ 4 niveaux de contrôle de sécurité pour m'atteindre, ce qui devrait vous donner une idée de l'endroit où je travaille. La lettre était un chef-d'œuvre de culpabilisation. Elle racontait comment la famille me manquait, comment Alex faisait des choses merveilleuses en tant que chef de la police, comment grand-mère vieillissait et voulait me voir. Le coup de grâce était la dernière ligne, nous organisons un dîner de famille chez ta grand-mère ce dimanche à 18h. Ça fait trop longtemps, Cameron. Il est temps de rentrer à la maison. Je suis resté assis là à la relire 3 fois, et mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Ma mère ne fait pas d'invitation désinvolte. Tout avec elle est stratégique, une façon de réaffirmer la hiérarchie familiale avec Alex au sommet et moi comme l'absence décevante. Mais voilà. J'en avais assez d'éviter ça. Pas parce que je voulais encore leur approbation. J'avais abandonné ça il y a des années. Je voulais juste leur faire face en tant que l'homme que j'étais devenu, pas le gamin dont ils se souvenaient. Clore le chapitre une fois pour toutes. J'ai demandé une permission de 48 heures. Mon supérieur, le général Marcus Delaney, l'a approuvé en moins de 5 minutes avec une note, la famille, c'est important. Reste prudent, Caldwell. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Ce message s'avérerait plus prophétique que nous ne l'imaginions. Le trajet jusqu'à Chesterfield a duré environ 2h30. Je suis parti à 15h30 le dimanche pour arriver pile à 18h. À mesure que j'approchais, le paysage passait de l'étalement urbain de décès aux collines vallonnées de Virginie et aux vieilles fermes. Chaque kilomètre me donnait l'impression de remonter le temps. Je suis arrivé en ville à 17h47. Main Street était exactement la même. Même quincaillerie, même restaurant, tout pareil. Ce qui était nouveau, c'était la voiture de police noire et blanche rutilante garée devant la mairie avec « Chef de la police Alex Caldwell » blasonné en lettres d'or sur la portière. Ce n'était pas juste un véhicule. C'était un trône sur roues. Je me suis garé à quelques maisons de chez ma grand-mère à 17h54. Je suis resté assis 1 minute, pour me remettre les idées en place. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une berline sombre que je ne reconnaissais pas, garée 2 maisons plus loin. Moteur éteint, vitres teintées, et une autre silhouette près du coin, partiellement cachée par une haie. Mon entraînement a pris le dessus immédiatement. Ce ne sont pas des voisins qui se promènent. C'est un périmètre. Quelqu'un surveillait la maison. J'en ai pris note mentalement et je suis sorti de la voiture. Grand-mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle a 80 ans mais elle est toujours aussi vive. Elle m'a serré dans ses bras et, ce faisant, elle m'a murmuré directement à l'oreille « Je suis si contente que tu sois venu, Cameron, mais sois prudent. Ton frère prépare ça. Il pense avoir trouvé quelque chose. Ne le laisse pas t'atteindre. » Puis elle s'est reculée avec un grand sourire pour quiconque regardait et a dit à voix haute « Entre, entre. Tout le monde t'attend. » Le salon était plein à craquer. Maman a été la première à me voir, et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Cameron, tu es venu. On commençait à croire que tu nous avais oubliés. » Puis Alex s'est levé du vieux fauteuil de papa. Il se l'était apparemment approprié. Il mesure environ 1m88 maintenant. Ou peut-être qu'il se tient juste de cette façon. Sa poignée de main était agressive. Une démonstration de domination. « Petit frère, dit-il avec un sourire narquois. Tu as décidé de nous honorer de ta présence, hein? Quelque chose comme ça, répondis-je en retirant ma main. Mon oncle Robert me fit un signe de tête sec. Toujours à jouer au petit soldat. Ma cousine Maya m'offrit un sourire timide, mais détourna le regard quand maman lui lança un regard noir. Le message était clair. J'étais seul contre tous. Le dîner était une guerre psychologique déguisée en rôti de bœuf. Le plan de table disait tout. Alex était assis en bout de table. La place de papa. Maman était assise à sa droite. Grand-mère était à l'autre bout. J'étais au milieu, sur le côté,
comme un parent éloigné dont personne ne voulait vraiment la présence. La conversation était un flot ininterrompu de louanges pour Alex. Alex, raconte à Cameron les nouvelles voitures de patrouille que tu as obtenues pour le commissariat. Raconte-lui cet événement caritatif que tu as organisé, mon fils. Le maire a dit des choses si merveilleuses sur toi à la réunion du conseil municipal. Alex savourait tout cela avec une fausse modestie, racontant ses exploits comme s'il était en campagne électorale. Je continuais simplement de manger, offrant un « c'est super » ou un « tant mieux pour toi » de temps en temps. Mon absence de réaction le rendait clairement fou. Il voulait que je me mette sur la défensive, que je discute, que je montre une faiblesse. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Puis maman se tourna vers ma cousine Maya et dit « Ça doit être intéressant ce que tu fais, Cameron. » Tous ces voyages. Avant que je puisse répondre, maman intervint. « Oh, Maya, ne te donne pas la peine de demander. Il ne te dira rien. C'est un grand secret. Pas comme Alex, qui partage tout avec sa famille. » Le silence qui suivit fut assez lourd pour faire s'effondrer la table. Grand-mère lança à maman un regard qui aurait pu faire fondre l'acier, mais le mal était fait. Par la fenêtre de la salle à manger, j'aperçus un mouvement. Une silhouette se détachant de l'ombre de l'autre côté de la rue, près d'un chêne. Puis j'en repérai une autre près du coin de la rue. Deux d'entre eux, positionnés comme s'ils mettaient en place un périmètre. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une opération. « Excusez-moi, dis-je en repoussant ma chaise. J'ai besoin de prendre l'air. » Maman fronça les sourcils. « Cameron, nous sommes en plein milieu du dîner. Ne sois pas impoli. » Juste un instant, dis-je, sur un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Dehors, je fis un étirement désinvolte, comme si je me remettais d'une crampe due au trajet. Ce faisant, j'ai balayé la rue du regard. La berline sombre était toujours là, et je pouvais maintenant confirmer la présence de deux officiers en position, jeunes, nerveux, clairement les adjoints d'Alex. Ils n'essayaient pas d'être invisibles, juste assez discrets. Mon frère avait établi un périmètre autour de la maison de grand-mère. Ce n'était plus un drame familial. C'était l'utilisation de ressources officielles pour une vendetta personnelle. Je suis rentré à 18h23. Mon visage soigneusement neutre. En m'asseyant, maman me fixa du regard. « Tu es toujours si secret, Cameron. Tu disparais pendant des années. On a à peine de tes nouvelles. Ton frère est un livre ouvert. Il sert cette ville. Qu'est-ce que tu fais de si important que tu ne peux même pas le dire à ta propre famille? » C'est compliqué, maman, dis-je doucement. C'est compliqué, imita Alex avec un rire rauque. C'est la réponse à tout, n'est-ce pas? Pour les anniversaires manqués, pour les dernières semaines de papa, pour tout ce qui compte. Ça suffit, Alex, dit sèchement grand-mère. Mais Alex l'écarta d'un geste de la main. Non, ça ne suffit pas. Pendant des années, on a tous accepté le travail mystérieux de Cameron, sa vie importante. On a tous fait semblant que c'était normal, que c'était bien qu'il disparaisse et nous laisse ici. Il se leva, de toute sa hauteur, projetant une ombre sur la table. Il mesurait au moins un m88 maintenant, et il utilisait chaque centimètre pour intimider. Il prit un verre de vin et le tapota délibérément avec une cuillère. 3 tintements secs. Le son traversa la pièce comme le marteau d'un juge. Tout le monde arrêta de manger, de parler, de respirer. En fait, dit-il, sa voix baissant pour prendre ce ton mesuré et autoritaire qu'il utilisait probablement lors des conférences de presse, je pense qu'il est temps, grand temps, vraiment, que nous découvrions tous exactement ce que mon petit frère a fait. Parce que je ne me suis pas contenté de me poser des questions. J'ai fait des recherches approfondies ces 6 derniers mois. J'ai demandé quelques faveurs, posé des questions difficiles, dépensé de l'argent, et ce que j'ai trouvé, eh bien, disons que c'est toute une histoire. Le genre d'histoire qui change tout. Ses yeux se fixèrent sur les miens, et je le vis clairement maintenant. La soif de ce moment. Il planifiait ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une exécution publique, et il avait invité tout le monde à y assister. C'est là que ça devient intéressant. Alex se pencha et attrapa un épais dossier en manille que j'avais remarqué plus tôt sur une table d'appoint. Il le claqua au centre de la table avec un bruit sourd et théâtral qui fit sursauter tout le monde. J'ai eu mes doutes, commença-t-il, arpentant l'espace derrière sa chaise comme un procureur.
Mon frère, le militaire. Travail secret, mission importante. Ne peut pas en parler. Très impressionnant. Mais pas de détails, pas de promotion que nous pourrions célébrer, pas d'histoire, juste des titres de poste vagues qui lui permettent de rester loin de nous. Il laissa cela en suspens, empoisonnant l'atmosphère de la pièce. Alors, j'ai fait ce que tout frère inquiet ferait. J'ai engagé un détective privé. Un hoquet de surprise collective parcourut la table. La main de maman vola à sa bouche. Un bon, en plus, continua Alex en ouvrant le dossier. Un type nommé Markham. Je l'ai envoyé à DC. Pour enquêter sur la vie de Cameron. Et ce qu'il a trouvé est juste ici. Il commença à sortir des photos de surveillance, les jetant sur la table, moi entrant dans mon immeuble, moi rencontrant un collègue dans un parc. Puis d'autres photos, des boîtes livrées à mon adresse avec des marquages gouvernementaux. Ces boîtes, dit Alex en pointant du doigt, contenaient du matériel gouvernemental réglementé, de l'électronique de haute technologie, du matériel de communication, des choses qu'un officier légitime aurait sur une base sécurisée, pas dans un appartement civil. Puis il sortit des papiers. Et voici le clou du spectacle. Mon enquêteur a obtenu des copies de documents de l'appartement de Cameron. Des dossiers financiers, des communications cryptées, des briefings de mission. Il en brandit un. La plupart est caviardé de lignes noires, mais l'entête indique OSD classifié. J'ai vérifié son dossier de service par des voies détournées, mentit Alex sans sourciller. L'armée n'a aucune trace d'un capitaine Cameron Caldwell affecté à une unité de renseignement de haut niveau. Un dossier de service de base, bien sûr, mais ensuite tout devient flou, comme si quelqu'un avait créé une fausse identité. Il se pencha en avant, les mains à plat sur la table. Vous voyez, mon frère n'est pas un agent secret. C'est un imposteur. Il utilise un passé militaire de bas niveau pour acquérir du matériel gouvernemental, probablement pour le vendre sur le marché noir. Il vit un mensonge, financé par une fausse bravoure. Il me regarda avec un sourire triomphant. C'est fini, Cameron. Je sais ce que tu es. La pièce était plongée dans un silence de mort. Ma famille, qui me connaissait depuis toujours, me regardait comme si j'étais un étranger dangereux. Il ne remettait pas en question les énormes failles logiques de sa théorie. Il voyait juste le chef de la police confiant avec son dossier plein de preuves, et il le croyait. Donc, dit Alex, sa voix prenant un ton officiel, en tant que principal responsable de l'application de la loi de ce comté, il est de mon devoir d'agir. Il commença à contourner la table vers moi. Mon cousin assis à côté de moi se recula, tirant sa chaise en arrière comme si j'étais contagieux. Cameron Caldwell, annonça Alex. Je vous place en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un agent fédéral et vol de biens gouvernementaux. Il était derrière moi maintenant. Je n'ai pas résisté quand il a attrapé mon bras gauche et l'a tiré en arrière. As-tu quelque chose à dire pour ta défense, demanda-t-il, sa voix basse et suffisante près de mon oreille. Je tournai légèrement la tête. Es-tu sûr d'avoir l'autorité pour ça, Alex? La question le prit au dépourvu. Quoi? Ce sont des crimes fédéraux, dis-je calmement. Commis par un militaire. Cela relèverait du code de justice militaire. L'enquête serait menée par le JAG Corps, pas par un service de police local. Tu n'es pas dans ta juridiction, chef. Pendant une fraction de seconde, le doute vacilla sur son visage, mais son ego l'écrasa. Ne me fais pas la leçon sur la loi, imposteur. Dans le monde réel, c'est moi qui commande. C'est à ce moment-là qu'il a sorti les menottes. La première se referma sur mon poignet gauche à exactement 18h47. Alors qu'il attrapait mon autre bras, ma main droite se déplaça vers ma ceinture. Il y a un petit bouton presque invisible cousu dans la couture latérale. Une balise d'urgence personnelle. Équipement standard pour les missions d'infiltration profonde. Je l'ai maintenu enfoncé pendant 3 secondes complètes. Une légère vibration contre ma peau a confirmé que le signal avait été envoyé. C'était un appel à l'aide silencieux, transmis à un satellite et acheminé directement à Fort Claiborne, à 75 km de là. La deuxième menotte se referma à 18h48. Temps de réponse standard pour une alerte d'agent compromis en environnement domestique, 12 à 15 minutes. Alex me releva d'un coup sec. Allons-y, dit-il en me poussant vers la porte. Tu pourras tester tes théories juridiques depuis une cellule de prison.
Être escorté menotté à travers la maison de sa grand-mère est une forme d'humiliation particulière. Tous les yeux me suivaient, mais personne ne parlait. Le silence était un verdict. Coupable. Maman se tenait près de la cheminée, les bras croisés, son visage ne montrant qu'une déception de martyr. Elle voulait une raison pour justifier son récit de moi en tant que fils rebelle, et Alex la lui avait offerte sur un plateau. Oncle Robert secoua lentement la tête. Je savais qu'il n'était pas bon, marmonna-t-il assez fort pour que je l'entende. Maya fixait son assiette, incapable de me regarder. Elle savait que c'était mal, mais elle avait trop peur de s'opposer à l'enfant prodige de la famille. La seule personne qui a croisé mon regard était grand-mère. Elle se tenait près de la porte, les mains jointes. Alors qu'Alex me poussait devant elle, ses yeux rencontrèrent les miens. J'y ai vu du regret, mais aussi de l'espoir. Elle m'avait prévenu qu'il préparait quelque chose. Maintenant, je comprenais. Elle voulait que cela arrive. Elle voulait que son poison soit exposé au grand jour, peu importe à quel point ce serait laid. Ce n'était pas seulement mon combat. C'était le sien aussi. Dehors, à 18h52, les deux adjoints que j'avais repérés plus tôt sortirent de l'ombre. Des jeunes, peut-être 24 ans, clairement impressionnés par leur chef. « Mettez-le dans la voiture », ordonna Alex. Ils ouvrirent la portière arrière de la voiture de patrouille à 18h53. L'un d'eux posa sa main sur ma tête, procédure standard, et me guida sur la banquette arrière. Alex se pencha par la fenêtre ouverte. « Tu auras beaucoup de temps pour réfléchir à là où tout a mal tourné. Peut-être que tu apprendras enfin qu'on ne peut pas construire une vie sur des mensonges. » L'ironie était suffocante. Il me faisait la morale sur l'honnêteté alors que toute son identité était construite sur le fait d'être le gros poisson dans une toute petite mare. Je vérifiai ma montre. 18h54, 10 minutes depuis que j'avais appuyé sur le bouton. Mon cœur était calme. Ma respiration régulière. Dans mon métier, on apprend à attendre. On apprend à faire confiance à son entraînement et à son équipe. L'attente est la partie la plus difficile, mais c'est aussi là que l'on gagne ou que l'on perd. Alex pensait qu'il avait déjà gagné. Il n'avait aucune idée que le peloton d'exécution était déjà en route. À 19h, 12 minutes après l'envoi du signal, ça a commencé. Pas avec des sirènes, mais avec quelque chose de bien plus intimidant. Le bourdonnement sourd et synchronisé de moteurs puissants se déplaçant à grande vitesse. Deux paires de phares percèrent l'obscurité au bout de la rue. Pas de gyrophares, juste des faisceaux blancs et perçants. Ce n'étaient pas des voitures de police. C'étaient de gros SUV noirs. Des modèles gouvernementaux, du genre sans chrome qui semblaient absorber la lumière. Ils ne ralentirent pas. Ils accélérèrent, convergeant vers la maison depuis les deux extrémités de la rue dans un mouvement de tenaille parfait. Ils s'arrêtèrent dans un crissement de pneus à 19h01, bloquant complètement la route, leurs phares clouant la voiture d'Alex dans une lumière brillante et inéluctable. Alex se redressa, plissant les yeux. Mais qu'est-ce que... Je n'ai pas appelé de renfort. Les portières s'ouvrirent simultanément. Des hommes en tenue tactique noire en sortirent, armés de fusils à canon court. Ils se déplaçaient avec une efficacité fluide et terrifiante. Ce n'étaient pas des flics. C'étaient des agents fédéraux. Ils établirent un périmètre autour de la maison en quelques secondes, se déplaçant comme un seul organisme. Les deux jeunes adjoints se figèrent, les mains planant près de leurs armes de service. Ils étaient complètement dépassés. Du SUV de tête, un homme en costume sortit. Il marcha directement vers Alex, ses pas résonnant dans le silence soudain. « Êtes-vous le chef Alex Caldwell » demanda l'homme, d'une voix neutre. Alex bomba le torse. « C'est moi. »« Et qui êtes-vous ?»« C'est ma scène de crime. »« Identifiez-vous. » L'homme brandit ses accréditations. « Agent spécial Rollins, Bureau fédéral d'investigation. » Ce n'est plus votre scène de crime. C'est maintenant une affaire de sécurité nationale. Éloignez-vous du véhicule. Sécurité nationale, ricana Alex, bien que l'incertitude se glissa dans sa voix. Ne soyez pas ridicule. J'ai un usurpateur d'identité d'agent fédéral en garde à vue. C'est une affaire locale sous mon contrôle. Les yeux de l'agent Rollins étaient de glace. Vous avez commis une grave erreur, chef. Une très grave erreur. Il fit un signe de tête à deux agents qui se dirigèrent vers Alex. Ils ne le malmenèrent pas. Leur mouvement était net, clinique.
L'un prit son arme de service de son étui tandis que l'autre guidait ses mains derrière son dos. « Qu'est-ce que vous faites » balbutia Alex. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le chef de la police. » « Votre autorité s'arrête là où la loi fédérale commence, » dit Rollins calmement, comme s'il expliquait les règles à un enfant. Il se dirigea vers la voiture de patrouille et ouvrit ma portière. Il me regarda, puis les menottes, puis se tourna vers l'un des adjoints déconcertés. « Donnez-moi la clé. » Le gamin la chercha en tâtonnant, les mains tremblantes. Rollins la prit, déverrouilla mes menottes et m'aida à sortir. « Monsieur, êtes-vous blessé » demanda-t-il. « Je vais bien, Rollins, dis-je en me frottant les poignets. Nos chemins s'étaient croisés lors d'une mission conjointe quelques années auparavant. Alex nous regardait, la mâchoire pendante. La vue d'un agent fédéral de haut rang me traitant avec déférence, m'appelant « Monsieur », avait court-circuité son cerveau. Mais le véritable séisme était sur le point de frapper. La portière arrière du SUV de tête s'ouvrit à 19h03. L'homme qui en sortit approchait de la soixantaine, grand et large d'épaules, avec des cheveux argentés. Il portait l'uniforme de cérémonie d'un général de l'armée des États-Unis. Sur sa poitrine, une constellation de rubans et de médailles. Sur ses épaules, 2 étoiles d'argent. Le général de division Marcus Delaney, mon commandant, un homme qui rend compte directement au chef d'état-major interarmé. Il passa devant les agents tactiques, le claquement de ses bottes sur l'asphalte. Il ne regarda ni Alex, ni les adjoints, ni les voisins qui regardaient maintenant par les fenêtres. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il s'arrêta à 1 mètre de moi et leva la main pour un salut net et parfait. « Général Caldwell » dit-il, sa voix de baryton basse et puissante portant une autorité absolue. « Nous avons reçu votre signal. Êtes-vous en sécurité ?» Le titre resta en suspens dans l'air comme l'explosion d'une bombe. « Général Caldwell. » L'agent Rollins et les autres agents fédéraux se mirent au garde à vous. Les 2 jeunes adjoints semblaient sur le point de s'évanouir. Et Alex, mon frère, le tout-puissant chef de la police, son visage s'effondra. L'arrogance, le triomphe, la certitude, tout s'évapora, remplacé par une confusion pâle et maladive. Le frère qui l'avait arrêté comme un imposteur était un général 2 étoiles du renseignement militaire. Dans la hiérarchie rigide qu'Alex vénérait, je le surpassais d'une manière qu'il ne pouvait même pas concevoir. Le général Delaney baissa son salut. « Rollins » dit-il sans me quitter des yeux. « Rapport. »« Sujet en sécurité, mon général » répondit Rollins. L'officier local a été neutralisé. Il a été identifié comme étant le frère du sujet. Delaney se tourna enfin vers Alex, son regard portant le poids d'une avalanche. « Chef » dit-il, le titre dégoulinant de mépris. « Vous êtes en violation d'au moins une 12aine de lois fédérales et d'articles du Code de justice militaire. Détention illégale d'un officier supérieur. Interférence avec un actif de la sécurité nationale. Complot. Mauvaise gestion délibérée d'informations classifiées. » La liste est longue. Il fit un geste vers les agents. Il est par la présente relevé de ses fonctions et placé en garde à vue fédérale. Il ne doit pas quitter le comté en attendant une enquête complète. Sortez-le de ma vue. Les agents commencèrent à emmener Alex. Il retrouva enfin sa voix. Un couinement pathétique. Mais je ne savais pas. C'est mon frère. Je pensais qu'il mentait. J'essayais de protéger ma ville. Delaney s'avança vers lui, sa voix tombant à un murmure mortel. L'ignorance n'est pas une défense. Vous avez laissé votre jalousie mesquine et votre ego de petite ville mettre en danger un homme qui a sacrifié plus pour ce pays que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Vous n'avez pas seulement arrêté votre frère ce soir. Vous avez commis un suicide professionnel. Ils le poussèrent à l'arrière d'un SUV. Alors que la portière claquait à 19h06, ses yeux croisèrent les miens à travers la vitre. Pour la première fois de ma vie, j'y vis une peur authentique. Avec le départ d'Alex, un calme étrange s'installa sur la scène. Les agents tactiques maintenaient leur périmètre. À l'intérieur de la maison, la famille s'était rassemblée aux fenêtres, les visages collés contre les vitres. Delaney se tourna vers moi. « Allons à l'intérieur. Nous devons sécuriser tout matériel compromis. » Alors que nous montions les marches du porche à 19h08, la porte d'entrée s'ouvrit. Maman se tenait là, le visage livide. Elle fixa les étoiles sur les épaules de Delaney, puis moi.
Marcus, murmura-t-elle. Elle l'avait connu des années auparavant, quand lui et papa servaient ensemble. Éléanore, dit Delaney, son ton professionnel mais froid. Ça fait longtemps. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Que se passe-t-il, plaida-t-elle. Alex a fait une erreur. Il n'a pas compris. Vous devez leur dire de le laisser partir. Votre fils, Alex, la corrigea sèchement Delaney, est une honte pour l'insigne qu'il porte. Il a illégalement obtenu des renseignements classifiés, les a introduits dans une demeure non sécurisée et les a utilisés pour détenir illégalement un officier général. Son erreur sera examinée par un procureur fédéral. Maman tressaillit comme si elle avait été giflée. Mais tu connaissais Richard. Tu connaissais notre famille. Il voudrait que tu protèges Alex. Je connaissais Richard, la coupa Delaney. Et il aurait honte. Honte que l'un de ses fils ait laissé l'envie le ronger de l'intérieur. L'agent Rollins et deux autres passèrent devant nous pour entrer dans la salle à manger. Je les entendis rassembler les photos et les documents. Des preuves, maintenant, dans une affaire fédérale. Maman me regarda, ses yeux se remplissant d'une confusion désespérée qui se transforma rapidement en blâme. Un général? Tu es un général? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu as laissé faire ça. Tu aurais pu arrêter ça. L'accusation était d'une injustice à couper le souffle. Même maintenant, même après tout ça, c'était ma faute. Pas celle d'Alex pour avoir organisé une arrestation illégale, mais la mienne pour ne pas avoir mieux géré sa jalousie. Je pris une profonde inspiration. L'air frais de la nuit me sembla être la première bouffée d'air pur que je prenais depuis des années. Pourquoi ne voulais-je pas dit, répétai-je sa question doucement. Parce que vous n'avez jamais demandé. Pas vraiment. Bien sûr que si. Je levai une main. Non. Vous avez demandé pourquoi je n'étais pas à la maison pour Noël. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas avoir un travail normal. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Alex. Pas une seule fois vous ne m'avez regardé en demandant, Cameron, qui es-tu? Qu'est-ce qui te motive? Es-tu heureux? Vous n'avez jamais posé de questions sur moi. Vous vous êtes seulement plaint de celui que je n'étais pas, je m'approchais. Ma vie est classifiée par ce qu'elle doit l'être. Le travail que je fais protège les gens, protège ce pays, protège cette famille. Que vous l'appréciez ou non. Pour le faire, je dois être un fantôme. J'ai accepté ça. Mais je n'aurais jamais pensé que ma propre famille essaierait de me mettre dans une tombe. Des larmes montèrent à ses yeux. Mais c'étaient des larmes d'apitoiement. Nous t'aimons, Cameron. Non, dis-je fermement. Vous aimez l'idée de moi, la version qui s'intègre dans votre vie, le fils prodigue que vous pourriez un jour accueillir à la maison. Vous n'avez jamais vu l'homme qui se tient devant vous. Ce soir l'a prouvé. Je regardai grand-mère, seule près de la porte. Je lui fis un petit signe de tête triste. Elle me le rendit, une compréhension silencieuse passant entre nous. Le général Delaney a raison, dis-je en me retournant vers maman. Papa aurait honte. Pas de moi. De ce que cette famille est devenue. Je m'éloignai à 19h14, descendant les marches du porche vers le SUV où Delaney attendait. Je ne me retournai pas. La portière se ferma, me scellant à l'intérieur de l'habitacle silencieux. Ça va, Cameron, demanda Delaney, sa voix plus douce maintenant. Ça ira, dis-je, regardant la petite maison bleue s'éloigner dans le rétroviseur jusqu'à n'être plus qu'une autre lumière dans l'obscurité. Mise à jour. 8 mois plus tard. Les conséquences judiciaires furent rapides et brutales, comme regarder un tsunami détruire un château de sable. L'affaire d'Alex fut traitée en accéléré par le système fédéral à une vitesse qui aurait impressionné quiconque connaît la lenteur habituelle de la justice. Son titre de chef de la police ne l'aida pas. En fait, cela a tout aggravé de façon exponentielle. Il était un officier de la loi qu'il avait volontairement et délibérément enfreinte pour des raisons personnelles. Et la procureure fédérale chargée de l'affaire, une femme au regard perçant nommée Elena Reed, qui avait la réputation d'être absolument impitoyable avec les fonctionnaires corrompus, était déterminée à en faire un exemple. Son équipe de défense a tout essayé. Ils ont déposé des requêtes pour que l'affaire soit transférée à un tribunal local, arguant qu'il s'agissait essentiellement d'un différend familial qui avait mal tourné et qui devait être traité au niveau de l'État. Requête rejetée en moins de 48 heures. Ils ont soutenu qu'Alex agissait de bonne foi, sur la base des informations fournies par son enquêteur,
qu'il croyait sincèrement démasquer un criminel. Reed a absolument démoli cet argument lors d'une audience préliminaire en présentant des années de vérification d'antécédents non autorisés qu'Alex avait effectués sur moi via les bases de données de la police, prouvant un schéma inquiétant de harcèlement et de surveillance obsessionnelle qui remontait presque au jour où il était devenu chef. Elle a montré au juge des requêtes de recherche comme Cameron Caldwell dossier militaire, Cameron Caldwell vérification habilitation sécurité, et Cameron Caldwell vérification emploi, qu'Alex avait lancé des dizaines de fois en utilisant les ressources du département de police. Les eurodatages montraient qu'il m'avait surveillé au moins 2 fois par mois pendant 3 années complètes. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'obsession. Je n'ai pas été tenu de témoigner en audience publique pour des raisons de sécurité. J'ai plutôt donné ma déposition sous serment dans une installation militaire sécurisée, en présence du général Delaney et de 2 avocats du JAG Corps pour s'assurer qu'aucune information classifiée ne soit compromise. La déposition a duré 4 heures. J'ai exposé les faits clairement et sans émotion, l'invitation à dîner, l'arrestation, les soi-disant preuves présentées par Alex, les menottes, l'intervention fédérale. Je n'ai pas ajouté de commentaires personnels. Je n'ai pas parlé des rivalités d'enfance, de la jalousie fraternelle ou du dysfonctionnement familial. Les faits bruts étaient suffisamment accablants. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le témoin clé qui a complètement enterré Alex n'était pas moi, ni Delaney, ni même les agents du FBI. C'était Markham, le détective privé qu'Alex avait engagé pour fouiller dans ma vie. Il s'est avéré que Markham avait ses propres problèmes juridiques pour des pratiques douteuses dans d'autres affaires, et les fédéraux lui ont offert un accord qu'il ne pouvait pas refuser, un témoignage complet en échange de charges réduites pour ses propres activités. Quand Markham s'est présenté à la barre le 2e jour du procès, la salle d'audience était comble. Des journalistes locaux, des fonctionnaires fédéraux, même quelques habitants de Chesterfield, qui voulaient voir comment leur chef de police bien-aimé s'en sortirait. Markham avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines, ce qui était probablement le cas. L'interrogatoire de la procureure Reed fut chirurgical. Monsieur Markham, commença-t-elle, après avoir acquis les documents et photographies de la résidence du général Caldwell, quelle a été votre évaluation professionnelle? Markham se tortilla sur son siège, ajustant nerveusement sa cravate. C'était un enquêteur chevronné avec 20 ans d'expérience, et cela se voyait dans chacun de ses mots. Ils étaient vrais, dit-il clairement, sa voix portant à travers la salle d'audience silencieuse. Des documents de renseignement militaire authentiquement classifiés. Je suis détective privé depuis 2 décennies. On voit beaucoup de fausses accréditations, beaucoup de prétendants qui jouent la comédie. Ce n'était pas ça. C'était du sérieux. Du matériel de haut niveau, légitime, dangereux. Le genre de matériel qui envoie les gens en prison fédérale pour très longtemps. Et avez-vous communiqué cette évaluation à votre client, le chef Alex Caldwell? Oui, dit fermement Markham. Je l'ai appelé le soir même où j'ai terminé mon analyse. Il était environ 21h un jeudi. Je m'en souviens parce que ma femme était contrariée que je travaille encore tard. Que lui avez-vous dit exactement? Markham prit une profonde inspiration. J'ai dit, Alex, ce n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas de faux documents. C'est du vrai matériel de renseignement classifié. Ton frère est un vrai de vrai. Tu dois abandonner cette enquête immédiatement. Brûle ces dossiers. Fais comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu ou tu vas t'attirer un monde de problèmes et probablement détruire ta carrière au passage. La salle d'audience était silencieuse. Et quelle a été la réponse du chef Caldwell à votre avertissement? L'expression de Markham s'assombrit de frustration rétrospective. Il s'est moqué de moi. Il a vraiment ri. Puis il m'a traité de lâche et a dit que je n'avais pas l'estomac pour le vrai travail de police. Il a dit, et je cite car je l'ai noté après coup, je vais être un héros, Markham. Je vais démasquer la plus grande fraude de l'histoire de ce comté. Tu liras mon nom dans les journaux, et tu regretteras de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Reed laissa cela en suspens pendant un long moment. Donc, pour être absolument clair, vous avez explicitement averti le chef Caldwell que poursuivre cette affaire pourrait avoir de graves conséquences juridiques. À plusieurs reprises, confirma Markham. Je l'ai appelé 3 fois pour essayer de le convaincre d'abandonner. Le dernier appel, je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'enquête et que je m'en lavais les mains. Il m'a dit que j'étais viré et qu'il s'en occuperait lui-même à partir de là. L'avocat de la défense a tenté de sauver les meubles lors du contre-interrogatoire, suggérant que Markham ne témoignait que pour se sauver lui-même,
mais les dégâts étaient catastrophiques. Alex n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait été explicitement averti par un professionnel et avait quand même continué, par pur ego. Le procès a duré 3 jours au total. L'accusation a présenté 17 témoins, dont 3 agents du FBI, 2 officiers du renseignement militaire, et même le gardien de sécurité de mon immeuble, qui a témoigné sur les protocoles de ma résidence. La défense a appelé 4 témoins de moralité de Chesterfield qui ont parlé du chef formidable qu'Alex avait été, comment il avait réduit la criminalité et amélioré les relations avec la communauté. Rien de tout cela n'a compté. Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de revenir avec son verdict. J'étais au fond de la salle d'audience quand ils ont amené Alex pour le prononcer de la peine. Il avait perdu du poids, avait l'air pâle et brisé dans sa combinaison orange de prisonnier. Le juge a prononcé une peine de 12 ans dans une prison fédérale. Minimum 5 avant l'éligibilité à la libération conditionnelle, interdiction permanente de posséder des armes à feu ou d'occuper une fonction publique. Suivi psychiatrique obligatoire. Maman n'était pas là. Elle ne pouvait pas supporter de voir son enfant prodige enchaîné. Le seul membre de la famille présent était grand-mère. Elle était assise le dos droit, le visage impassible. Alors qu'ils emmenaient Alex, elle ferma les yeux et une seule larme coula sur sa joue. Ce n'était pas pour l'homme qui partait en prison. C'était pour le petit garçon qu'il avait été, et pour la famille qu'il avait brisée. Mise à jour finale. 2 ans plus tard, la vie a continué. L'incident a nécessité un changement dans mon statut opérationnel. Ma couverture était grillée dans certains cercles, ce qui a conduit à une promotion à un rôle plus stratégique au Pentagone. Je n'étais plus sur le terrain. Je dirigeais les gens qui y étaient. Alex m'a écrit des lettres de prison. Les premières étaient pleines de rage et de reproches. Puis elles sont passées à des appels à l'aide désespérés. Les dernières étaient des tentatives décousues d'introspection. J'ai lu la première, survolé la deuxième, et brûlé les autres sans les ouvrir. Il n'y avait plus rien à dire. Mon seul contact avec Chesterfield se fait par l'intermédiaire de grand-mère. Nous nous parlons toutes les quelques semaines. Elle ne mentionne jamais Alex ou maman. Nous parlons de son jardin, de livres, du temps qu'il fait. C'est notre accord tacite pour construire quelque chose de nouveau. J'ai aussi commencé à voir un conseiller sur la base. Une suggestion de Delaney. Lors d'une séance, un souvenir a refait surface. J'avais environ 10 ans, je travaillais sur un modèle réduit d'avion avec papa. Quand j'ai eu fini, il l'a brandi et a dit, « Tu vois, Cameron, tu as l'esprit d'un stratège. Tu vois la situation dans son ensemble. C'est une autre forme de force. » Alex était dans l'embrasure de la porte, tout juste rentré de l'entraînement de football, un trophée à la main. Il avait entendu ce que papa avait dit. J'ai vu l'expression sur son visage, l'éclair de blessure, d'être négligé. C'est là que j'ai compris. Alex avait été le héros, le fort, le protecteur. Mais papa avait loué mon esprit. Alex ne pouvait pas le supporter. Il a passé le reste de sa vie à essayer de prouver que ma force était un mensonge. Il n'avait pas seulement été jaloux de ma carrière. Il était jaloux d'une seule phrase prononcée 30 ans plus tôt dans un garage. Il s'est construit une prison de ressentiment bien avant que le gouvernement fédéral ne lui en construise une physique. Assis dans ce bureau, je n'ai pas ressenti de colère envers mon frère. Pour la première fois, j'ai juste ressenti une profonde pitié. Aux dernières nouvelles, il lui reste environ 9 ans et 4 mois de sa peine à purger dans un établissement correctionnel fédéral en Pennsylvanie. Maman ne me parle toujours pas, et honnêtement, ça me va. Le silence vaut mieux que les culpabilisations. Oncle Robert a publié un éditorial dans la Gazette de Chesterfield me reniant publiquement et défendant Alex, ce qui était hilarant étant donné qu'il n'a aucune pertinence dans ma vie et que personne en dehors d'un rayon de 80 km n'a jamais entendu parler de lui. Maya m'a contacté environ 6 mois après le procès pour s'excuser de ne pas avoir parlé ce soir-là. Maintenant, nous prenons un café quand je suis dans la région 1 ou 2 fois par an. C'est quelqu'un de bien. Elle avait juste peur d'aller à contre-courant de la famille.